Mes amis merengues, vous le savez peut-être aussi bien que moi si vous suivez de manière régulière le Real Madrid, on a un gros problème et la réalité allait finir par nous tomber dessus. Ça a été le cas hier avec un Jude Bellingham qui n'était pas dans sa forme astrale. Depuis le début de saison, le Britannique qui nous sauve avec un but de la poche gauche, de la poche droite, du chapeau, il les sort de n'importe où, ses frappes, ses mouvements, ses déplacements. Hier, il n'a pas été en aussi bonne forme et le Real Madrid, eh bien, on manque de ce numéro 9. Il n'y a pas de numéro 9 de classe mondiale dans cette équipe, c'est un gros problème. Vini et Rodrigo qui ne sont pas assez bons à la finition, on va en parler, on va décortiquer les grosses occasions du Real Madrid. Let's go. Avant d'aborder les plus grosses occasions de la rencontre du côté du Real Madrid, j'aimerais souligner également avec des photos les éléments qui m'ont paru les plus essentiels, ceux qui m'ont le plus plu et déplu dans cette rencontre. D'abord, Luka Modric, pour moi, a été l'homme du match du côté du Real. C'est lui qui était là à la construction avec son extérieur du pied magique. C'est lui qui nous sortait des petits espaces. C'est lui qui changeait le jeu de côté quand il le fallait. C'est lui qui était là à la construction et aussi au pressing. Même s'il jouait techniquement comme milieu central gauche, il allait pas mal de fois au pressing très haut devant, même du côté droit. C'est un joueur qui était dans une forme physique apparemment très bonne. Et pourquoi le remplacer lui? Alors j'ai pas vraiment compris ni ce changement, ni l'explication ensuite en conférence de presse de Carlo. Ensuite, une autre image, Valverde à la 5e, et on va y revenir, qui aurait pu complètement changer la dynamique de ce match. Il a une grosse occasion, il loupe, malheureusement pour le Real Madrid. Si on commence 1-0 à la 5e minute, la dynamique, l'évolution, la situation est complètement différente dans cette rencontre. Et ensuite, on continue avec l'image que vous avez dans votre coin supérieur. Bellingham qui nous a tenté un contrôle un peu bizarre, un peu hasardeux, une espèce de contrôle de la poitrine plongeant. Le Britannique qui retombe sur son épaule, qui se fait très mal. On voit les soignants et les médecins qui arrivent sur le terrain, qui essayent de lui remettre l'épaule en place. Et finalement, il réussit à finir la rencontre, mais dans un état déjà de frustration énorme, parce qu'il a mal, évidemment. Et ensuite, il ne réussit pas son meilleur match. Alors, son contrôle était un petit peu hasardeux. Je ne sais pas pourquoi il nous a fait ça. Enfin bref, c'est un joueur qui est combatif, évidemment, qui veut toujours réussir à gagner tous les ballons, à disputer tous les ballons. Mais franchement, il aurait pu il m'a fait peur, en tout cas il m'a fait peur. Et puis ensuite, les changements, on va en parler également. On a attendu la 70e, 70e pour faire deux changements environ en même temps. Rodrigo pour la sortie de Modric et Kroos pour la sortie de Fran Garcia. Alors le Real Madrid qui est donc passé d'un 4-4-2 complètement fictif avec plein de problèmes. D'ailleurs la déconnexion entre Fran Garcia et Vinicius Junior, elle est complètement aberrante. On dirait qu'ils jouent même pas dans la même équipe. Mais surtout on est passé sur un 4-3-3 avec Rodrigo à droite, Vinicius Junior à gauche et Roselu au milieu. Et moi je pensais que finalement c'était pourquoi pas une bonne idée. Et non, puisqu'en fait bien déjà c'est trop tard, puisque tu ne laisses que 20 minutes pour essayer de combiner devant de manière différente avec maintenant 3 attaquants. Et puis ensuite, il manque de tranchants dans cette équipe, il manque d'appels, il manque de choses dangereuses. J'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est donner le ballon à un des ailiers et ensuite l'ailier doit se démerder pour sortir un dribble magique et pour trouver une passe en retrait ou un centre ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'automatisme devant et ça fait vraiment peur à voir. On a eu des Higuaín, on a eu des Cristiano Ronaldo, on a eu des Gareth Bale, on a eu des Angel Di Maria, on a eu des Marcelo qui montaient sur le côté gauche, j'en parlais, Fran Garcia et Vinicius Junior qui sont complètement déconnectés, c'est plus Ronaldo et Marcelo. On a eu des joueurs spectaculaires devant, on a eu des Ozil en milieu offensif quand ils jouaient dans cette position, qui avaient des combinaisons faciles, des ententes. Et là, j'ai l'impression, c'est donne le ballon à Vini, donne le ballon à Rodrigo quand il est rentré, et eux doivent se démerder pour trouver la brèche. Alors déjà là, c'est un gros problème. Ce 4-4-2 qui est complètement schématique. En réalité, sur le terrain, c'est un 4-3, Bellingham là où il veut, Vinicius collé sur l'aile gauche, et puis Roselu dans la surface un peu perdue. Et franchement, en première mi-temps en tout cas, le côté droit qui était complètement vide. Aucun ballon qui passait de ce côté. Avec l'entrée de Rodrigo, on a eu un peu d'action du côté droit, mais franchement, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, où est Brahim? Brahim, hein, c'est un joueur du Real Madrid, il peut jouer, non? Et puis si Roselu n'a pas peut-être son meilleur match, essayez de faire monter un joueur de la cantera du Real Madrid, un jeune, essayez des choses. Bon, Güler, c'était peut-être un petit peu tôt, je vais pas critiquer le point là-dessus, mais franchement, le Real Madrid qui m'a déplu, et c'est un petit peu les éléments là que je voulais souligner. Le gros match de Modric qui sort un petit peu trop tôt à mon avis, alors qu'il faisait un très très bon match. Valverde qui doit être clutch, malheureusement pour lui et pour le Real Madrid, il ne marque pas cette première occasion en or, et puis ensuite, eh bien Bellingham qui nous a fait très très peur. Et maintenant, on va commenter les plus grosses occasions du Real Madrid.
On commence par une action que j'ai déjà soulignée, Fede Valverde à la 5e minute, qui réussit sur un bon jaillissement à intercepter une très mauvaise passe du Rayo Vallecano. Et ensuite, son problème, c'est que sa course est trop rapide, elle est trop robuste. L'Uruguayen qui se retrouve trop rapidement face au gardien, le gardien qui fait également une très bonne sortie, il s'anticipe, mais ensuite, comme il est trop proche par rapport au gardien, eh bien, il s'encouble un tout petit peu, il ne sait pas trop quoi faire, j'imagine, et il frappe. La frappe n'est pas franchement croisée, j'ai pensé qu'elle était croisée, mais en regardant le ralenti, elle est plutôt centrale. Le gardien qui se fait grand, qui ouvre les jambes et qui réussit à la dévier. Là, la bonne action, la plus lucide, c'était de piquer le ballon et de la mettre à droite. Bon, Fede Valverde qui s'en veut, l'Uruguayen qui s'en veut, et le Real Madrid qui ne passe pas devant. Et c'est aussi ces petits détails-là. Hein. On a fait 0-0, on n'a pas perdu le match non plus. C'est plutôt les circonstances qui sont frustrantes, puisque le Barça avait gagné à la 96e, 90 plus 6. Et puis le Real Madrid ici qui a eu plein d'occasions, 22 tirs finalement, et qui ne réussit pas à marquer. Mais voilà, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent faire basculer une rencontre dans un sens comme dans un autre. Deuxième action très dangereuse pour le Real Madrid, c'est un corner de Luka Modric, très bien botté par le Croate. Roselu à la réception, très bien. Une tête qui passe juste à côté du poteau gauche du portier du Rayo Vallecano. Alors franchement là, je ne peux pas vraiment en vouloir à Roselu. Il fait le bon geste, il est dans le bon tempo. Malheureusement, sa tête est un petit peu trop déviée, elle fuit le cadre. Et c'est un petit peu, quand on regarde cette occasion-là, on se dit, si c'était Benzema, si c'était Harry Kane, si c'était un grand avant-centre, est-ce que le ballon finit au fond des filets? Alors on peut toujours faire des suppositions, j'ai pas envie non plus de taper sur Roselu, mais c'est dommage pour le Real Madrid. Encore une occasion qui aurait pu complètement changer la dynamique de la rencontre. Troisième action, on va retrouver Roselu encore une fois. D'abord Vinicius Junior sur son côté qui fait vraiment des dégâts. Il dribble deux défenseurs, il crée de l'espace. La petite passe en retrait pour l'arrivée de l'attaquant. L'attaquant espagnol Roselu qui reprend tout de suite le ballon et il faut une parade exceptionnelle du portier Dimitrievski qui a d'ailleurs été le MVP du match, meilleur joueur sur le terrain du côté du Rayo Vallecano et d'ailleurs du côté en ensemble MVP du match. Et puis voilà, c'est un bel arrêt, un arrêt réflexe. Et là je me demande encore, est-ce qu'il aurait pu faire mieux Roselu? Est-ce qu'il avait le temps de contrôler et de la mettre premier poteau, la mettre second poteau, petit filet? Si c'est Benzema, on a un peu plus de classe, un peu plus de finesse. Est-ce que c'est vraiment l'attaquant qu'il faut au Real Madrid? Alors, j'ai l'impression un peu de le taper dessus. J'ai pas vraiment envie de lui taper dessus non plus. Il fait le geste correct, le geste d'attaquant. Il essaye de la mettre directement en première intention. Et c'est aussi un excellent arrêt du portier du Rayo Vallecano. Mais bon, encore une fois, juste avant la mi-temps, on aurait pu passer devant. Et c'est raté pour le Real Madrid. On a eu une grosse occasion avec Roselu juste avant la pause vers la 40e et au retour des vestiaires, quelques minutes à peine, on a de nouveau une grosse occasion, cette fois sur le côté droit, le ballon qui revient sur Modric, le Croate lève la tête, extérieur du pied pour le second poteau, l'arrivée de Vinicius Junior qui effleure le ballon. Alors malheureusement pour lui, il l'effleure. Je ne sais pas s'il touche concrètement le ballon parce que, à mon avis, s'il touche le ballon à la vitesse où le ballon va, Dimitrievski n'a aucune chance et le ballon, à moins qu'il lui arrive sur les pieds directement, sur le visage ou sur le gant ou comme ça, eh bien c'est but pour le Real Madrid. Vini qui est un petit peu trop court. C'est un bon appel, il s'excuse auprès de Modric, il y avait aussi Valverde derrière lui. Les deux plongent d'ailleurs, hein, les deux finissent au sol. Enfin bref. Encore une fois ici, une occasion juste après le début de la seconde période qui aurait pu faire en sorte que le Real Madrid prenne l'avantage. Donc c'est aussi ça le football. On n'a pas fait un match spectaculaire, on manque d'un vrai numéro 9. Mais ici, Vini qui aurait pu marquer. Alors je ne sais pas si son mouvement est bon. Pour moi, son mouvement est bon. À vitesse réelle, ça m'a paru une excellente action. Malheureusement pour lui, il effleure le ballon. Et on en reste à 0-0. On va finir le tour des actions dangereuses en commentant cette dernière action de Rodrigo. Alors, au début de l'action, on retrouve Jude Bellingham qui se fait arracher le maillot par deux joueurs. L'arbitre qui laisse l'avantage. Le Britannique qui se bat bien, qui réussit même à trouver l'espace sur sa droite pour une ouverture vers Rodrigo. Et Rodrigo qui contrôle le ballon de manière catastrophique. Alors, d'abord, c'est vrai que le ballon vient avec un espèce d'effet courbé. Alors, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais j'ai l'impression que Rodrigo contrôle le ballon en reculant. Ce qui fait qu'il laisse le temps aux deux défenseurs adverses de se positionner. Ensuite, c'est plus difficile d'aller en 1 contre 2. C'est ce qu'il a essayé de faire. On le voit très bien ici avec la flèche jaune sur la deuxième image. Et puis sa frappe croisée qui est en fait déviée par le numéro 24 du Rayo. Et c'est un ballon dévié qui finit en corner mais qui aurait
aussi pu être un rebond vers un joueur du Real Madrid qui aurait pu finir au fond. Enfin bref, encore une action un tout petit peu hasardeuse du Real Madrid, mais qui aurait pu finir au fond à la toute fin du match. Le Real Madrid qui a l'habitude de réussir ce genre de seconde action, second rebond. Cette fois-ci, le ballon qui part en corner et ça ne donnera rien par la suite. Mais voilà, la dernière action la plus dangereuse que j'ai sélectionnée pour ce match-là. On va essayer de terminer cette vidéo sur une note plutôt positive. C'est vrai qu'on prend un point, on n'a pas perdu et surtout au niveau des chiffres, si on regarde ce tableau, c'est vrai que le Real Madrid a dominé complètement son adversaire. 22 tirs à 4, 5 tirs cadrés pour 0 du côté de l'adversaire. Donc il n'a pas réussi à mettre un ballon entre les 3 poteaux de Kepa. 64% de possession de balle, plus de 500 passes, 86% au niveau de la précision des passes, 11 corners à 1 seulement du côté du Rayo. Donc globalement des chiffres qui montrent une dominance du côté du Real Madrid. Mais maintenant, on peut aussi regarder ces cadrans que j'ai mis en cyan, en bleu ciel et rouge et réfléchir à l'envers. C'est-à-dire que s'il nous faut 22 tirs pour 5 tirs cadrés, en moyenne, si je ne me trompe pas, 4,4 tirs pour 1 tir cadré, il nous faut beaucoup d'occasions pour mettre le ballon entre les 3 poteaux de l'adversaire, pour cadrer un ballon. Donc, au niveau des attaquants, il a peut-être manqué de lucidité offensive. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de frappes de très loin, de Fran Garcia, d'Alaba, de Bellingham, des joueurs qui ont essayé, mais ça montre aussi le manque de combinaison, d'automatisme devant entre les joueurs d'attaque. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vous laisse avec cette vidéo, c'est la fin. J'espère quand même que le Real Madrid ne va pas se laisser abattre par ce match nul à la maison et qu'ils vont réussir à nous montrer un meilleur football et surtout à renouer avec la victoire face à Braga mercredi. Je vous dis à la Madrid in Adamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez.